Bonsoir à tous. On est super ravis de vous accueillir pour cette deuxième soirée du festival Projection Transition, organisé par les Shifters en Belgique. Et donc moi, je suis Quentin, co-coordinateur de l'association, et je vais prendre 3 minutes de votre temps avant de démarrer la séance pour vous présenter l'association. Et du coup, j'ai besoin de votre attention parce que j'ai envie de savoir si vous connaissez, enfin non, si vous ne connaissez pas le triangle de l'inaction. Alors, levez bien haut la main si vous ne le connaissez pas. Est-ce que c'est un concept auquel vous êtes familier, plus ou moins? Oui, non? Ok. Le triangle de l'inaction, c'est un triangle qui explique pourquoi on est là aujourd'hui dans cette salle, dans la situation dans laquelle on se retrouve avec un réchauffement climatique de 3 degrés prévu en 2050, en 2100. C'est le gouvernement, les citoyens et les entreprises, un triangle à 3 pointes, et ils sont tous en train de se rejeter la faute les uns sur les autres. Les gouvernements disent que les entreprises sont trop puissantes, les entreprises disent qu'ils ne feront pas des produits verts parce que les citoyens, grosso modo, n'en veulent pas, et les citoyens disent qu'ils n'ont aucun pouvoir face à ces gouvernements et ces entreprises qui sont toutes gigantesques. Nous, les Shifters, notre asso, elle a décidé de transformer, en tout cas pour le côté des citoyens, ce triangle de l'inaction en triangle de l'action. Et du coup, vous faites partie aujourd'hui de cette action, puisque chez les Shifters, ici en Belgique, on fait 2 choses. Si vous devez retenir ces 2 choses-là. La première, c'est de la prise de conscience. On organise des conférences, des ateliers, des festivals de cinéma-débat. Et on essaye d'activer les gens. On essaye de vous dire, c'est important, il faut agir sur ces enjeux-là. On est tous concernés. Et donc ça, c'est la partie prise de conscience. Ça, c'est le bottom-up, c'est du bas vers le haut. Et on est bien conscient qu'il y a une structure économique qui nous appuie dessus et qui fait des choix beaucoup plus importants que les nôtres. C'est l'histoire du triangle de l'inaction, le gouvernement, les entreprises. La deuxième action qu'on fait pour essayer de traiter ce sujet-là, c'est l'influence. Influencer. Essayer de travailler sur ces prises de décision pour qu'elles fassent basculer la balance du bon côté. Et donc, nous, on fait ça à travers du lobby citoyen. On rencontre des forces politiques, on rencontre des cadres économiques. On écrit des rapports. Par exemple, récemment, on a écrit un rapport sur la réduction de la masse des véhicules parce qu'ils deviennent de plus en plus gros et obèses, les véhicules. Donc, c'est plus de ressources, plus d'énergie fossile pour réduire cette masse en région de Bruxelles-Capitale. On essaye de sensibiliser et d'agir, par exemple, sur les leviers au niveau de la décarbonation de la santé, la décarbonation de la culture. Il y a un article de l'RTBF qui a été publié aujourd'hui sur ce sujet-là grâce au festival Projection Transition. Donc ça, c'est les 2 choses qu'on fait. À la fin de la séance, on va pouvoir aller boire un coup, tous dehors. On espère que vous voudrez engager avec nous. Il y a quelques shifters dans la salle. On sera ravis de discuter avec vous, de vous expliquer ce que fait l'association et de répondre à toutes vos questions, tout ce qui vous turlupine dans la tête. Mais pourquoi est-ce qu'on est dans l'inaction aujourd'hui et comment est-ce qu'on passe à faire l'action? Voilà, je vais laisser la parole à Cécile qui va vous présenter un peu plus en détail le pourquoi de cette belle affiche et le festival Projection Transition. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, on est ravis de vous recevoir aussi nombreux pour cette deuxième séance et cette deuxième édition de notre festival Projection Transition. Alors, qu'est-ce que c'est Projection Transition? C'est un festival de ciné-débat sur les thèmes de la transition écologique, climatique, sociale. Et c'est un festival où, en fait, on utilise le pouvoir évocateur du cinéma pour nous projeter dans des imaginaires, pour sensibiliser, toucher les personnes via des biais plus émotionnels au changement dont on a besoin pour cette transition. Et donc à la suite de films inspirants qui vont toucher ces thématiques-là, ce soir c'est la thématique de l'eau, très très importante, on invite tout un panel de personnes qui représentent la société. Alors on va avoir des experts, des scientifiques, des artistes, des citoyens, des militantes, des hommes ou des femmes politiques, des représentants aussi d'entreprises, pour venir discuter ensemble. L'idée c'est d'ouvrir vraiment le débat sur la transition et d'inclure vraiment tout le monde autour de la table, parce qu'on pense que tout le monde a sa place en fait pour discuter des changements qu'on veut pour notre société. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette année comme thématique du festival un monde à rebâtir, parce que on pense que la transition, elle doit laisser personne sur le côté. On doit tous en faire partie. On a tous notre part à prendre dans cette transition. Et donc, un monde à rebâtir avec vous peut-être. On va commencer ce soir. Voilà. Pardon. Ah.
Oui, on me demande si c'est possible, pour laisser un petit peu de place aux gens qui nous rejoignent un petit peu en retard, si c'est possible de vous rapprocher un tout petit peu, parce qu'il y a quelques espaces en fait dans les lignes. Et donc voilà, si ça vous embête pas, merci. Euh, Voilà. Alors, je ne peux pas conclure ce message sans remercier tous nos partenaires qui font de ce projet une réalité. Donc, on remercie la commune d'Ixelles, on remercie la Loterie Nationale, la RTBF, le magazine Imagine, dont vous pourrez trouver des exemplaires de leur super magazine à la sortie de la salle. Évidemment, le Cinéma Vendôme qui nous accueille dans ce superbe lieu. La Banque Triodos, Coherence, Neo-Enea et enfin Resil Food. Sans eux, on n'aurait pas réussi à rassembler voilà, tout ce dont on a besoin pour rendre cet événement aussi agréable que possible. Évidemment, on remercie tous nos bénévoles qui sont là. Pour ceux qui sont dans la salle, mais ils ne sont pas tous dans la salle, vous pouvez lever la main. Ils fournissent un travail de dingue. Depuis 1 an, on travaille à cet événement, donc on pourra les applaudir chaudement. Et bien sûr, on remercie aussi nos intervenants qui vont animer la table ronde ce soir. Et on espère qu'ils vont vous inspirer pour un certain nombre de changements. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon débat. Bonsoir à toutes et à tous. On va pas y aller par 4 chemins. Qui a justement eu de la pluie au niveau de ses yeux? Voilà. Moi, c'est toujours ça qui me fait peur quand je dois animer un débat après un film, c'est que je suis très sensible, pas qu'à Titanic ou à Terminator 2, mais également à ce genre de film. Oui, Terminator 2 m'a fait pleurer. Mais également à ce genre de film, parce que forcément, à partir du moment où on a la tête dans le guidon et que j'imagine que si vous êtes ici présent, c'est que vous vous informez beaucoup en ce qui concerne les limites planétaires, le changement climatique, ce genre de choses nous saute forcément aux yeux et sort toute l'émotion derrière. Donc c'est bien pleurer, ça fait du bien, ça nous permet de nous préparer à une belle discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Alors je me présente, je m'appelle Vince, je suis fondateur du média Limite et j'ai été très sympathiquement invité par les Shifters de Belgique et de Belgique parce qu'ils sont un peu partout, ils sont en Suisse, ils sont au Canada, ils sont en France, ils sont vraiment partout pour parler justement de ce film lors de cet événement Projection Transition. Et j'ai le plaisir d'avoir Claire avec nous. Claire Baffer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui? Merci et bonsoir à tous. Donc, mon nom est Claire Baffer et je travaille au WWF, au Bureau Europe. Je suis responsable des politiques de l'eau. Bertrand Vallet également, qui est avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter, Bertrand, s'il vous plaît? Oui, donc bonjour, je m'appelle Bertrand Vallet. Donc, moi, je suis ingénieur en traitement de l'eau et j'ai fait aussi de la modélisation sur les eaux de ruissellement. Et je travaille sur les politiques de l'eau depuis une bonne grosse dizaine d'années maintenant, politique européenne. Ça va être très intéressant, on va pouvoir approfondir tout ça. Et Martin, qui est aussi avec nous, Martin Rose, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aussi te présenter pour la salle? Bonsoir à tous, moi c'est Martin Osé et je travaille à Bruxelles Environnement au département Eau et je suis responsable du maillage bleu, donc les cours d'eau et les étangs à Bruxelles. Merci à vous. Aujourd'hui, on va pas faire un débriefing du film qui mélange plusieurs aspects. Et alors, pour ma part, je pense qu'on a tous ressenti ce parallèle entre ce tournage et cet aspect très colonial et cette colonisation des ressources qui a continué et qui continue par la suite dans le film. Mais aujourd'hui, on atteint, alors pour ceux qui sont au courant ou pas, nous avons 9 limites planétaires, dont il y a très peu de temps, on a appris qu'une des limites a été dépassée, une limite qu'on peut subdiviser en 2 catégories, l'eau bleue et l'eau verte. Donc cette information, quand elle est apparue, les médias n'en ont pas vraiment beaucoup parlé. Et c'est très difficile de comprendre ce qu'est une limite en termes d'eau bleue et d'eau verte. Et je voudrais savoir déjà, Bertrand, si tu pouvais nous expliquer ce concept du cycle de l'eau aujourd'hui qu'on dit altéré, et pourquoi est-ce que l'eau bleue et l'eau verte, déjà, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on estime qu'on est en zone extrêmement dangereuse, puisque c'est dans le rouge, en termes de limite planétaire au niveau de cette eau?
On mélange beaucoup de couleurs, c'est un peu un problème. Alors, bon, l'eau bleue, c'est l'eau qui coule, enfin, c'est l'eau qu'on voit. Donc, dans le cycle de l'eau, sur la planète, on a 97% de l'eau qui est principalement l'océan, donc c'est l'eau salée. Après, on a 2% qui est pris dans les glaces, qui est de l'eau douce, mais qui est pris dans les glaces, donc qui n'est pas disponible. Et il nous reste 1% qui est alors soit dans le sol, donc dans des nappes d'eau phréatique, soit dans des rivières, donc les rivières qui coulent, qu'on voit, qui coulent ou qui coulent plus, enfin qui peuvent couler alternativement aussi, dépendamment des conditions. Et puis on a toute cette eau qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur c'est pour ça qu'on la qualifie de verte, qui est à l'intérieur de la végétation, des forêts, des cultures qu'on produit, et qui est principalement dans le végétal. Et là où on atteint des limites, alors globalement, la quantité d'eau sur Terre est globalement à l'équilibre, donc on a toujours de l'eau. Ce qui est plus compliqué, c'est l'accessibilité de cette eau. Et quand on dit que le cycle est cassé, le cycle de l'eau est cassé, c'est que avec les changements des conditions de vie sur la planète, on se rend compte qu'il y a des grandes parties, donc on ne se cachera pas, il y a des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes. On a aussi des inondations qui sont de plus en plus fréquentes. Et donc tout ce cycle-là, donc ça c'est sur l'eau bleue qui est cassée, mais le fait que on ait perturbé un peu l'écosystème fait que les événements et la façon dont cette eau se reconstruit ne se fait pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on a imperméabilisé beaucoup les sols, donc l'eau pénètre moins dans le sol, donc les nappes phréatiques se rechargent moins. On a aussi beaucoup d'échanges entre l'eau atmosphérique, les forêts. Donc cette humidité de la forêt fait qu'on va générer plus de pluie. Donc on a une espèce d'interaction entre cette eau verte emprisonnée dans la végétation et cette eau bleue qui provient de la pluie et qui alimente à la fois les cours d'eau et les nappes phréatiques. Et toutes ces perturbations font que les recharges de nappes se font moins bien parce que, donc, comme je l'ai dit, si le sol est trop sec et asséché, alors ça paraît un peu paradoxal parce qu'on se dit finalement l'eau peut pénétrer à l'intérieur d'un sol sec, mais un sol sec est rétracté et ne permet pas à l'humidité de rentrer et de pénétrer. Donc en fait, l'eau va ruisseler et va s'en aller très vite. Et du coup, la recharge de nappes ne se fait pas. Pour recharger des nappes, il faut avoir des pluies qui sont relativement régulières, relativement fines pour que l'eau ait le temps de pénétrer à l'intérieur du sol. Et c'est des environnements qu'on n'a plus parce qu'on a alors supprimé des forêts, on a imperméabilisé avec les routes, on a imperméabilisé les sols, pas seulement les routes, hein, les toits de maison aussi. Et du coup, tout cet accès de l'eau, les échanges entre les différentes médias dans lesquels se trouve l'eau est un peu cassé et du coup on n'a pas cette quantité qui revient de façon abondante et on n'est plus sur des cycles où on est capable de prédire qu'est-ce qui va se passer. En fait, c'est plus ça le problème, c'est qu'on se retrouve dans des situations où on perd l'accès à l'eau qu'on savait aller chercher précédemment. Au sud de la France, on a beaucoup parlé de ça, justement, qu'il y avait toute cette région méditerranéenne qui était en situation de sécheresse intense, c'est-à-dire que les nappes phréatiques n'ont pas été rechargées, pas suffisamment. Là, la pluie, je sais, du côté d'Avignon, j'en avais parlé parce qu'on en entendait énormément. J'ai eu la chance d'être invité à Avignon il y a peu, où j'avais demandé, tiens, comment ça se passe au niveau de l'eau? Et on m'a dit, bah, écoute, on est en restriction, on est dans le rouge. C'était carrément au point qu'ils avaient précisé qu'il n'y avait plus de pluie depuis janvier. J'étais là-bas au mois d'août. Et je me suis dit, ah oui, plus une seule goutte de pluie depuis janvier, et ça se voyait partout.
Et effectivement, les piscines vides, il y a tout un débat en France, au sud de la France, par rapport à ça. Il n'y a pas que là-bas, il y a également du côté de Mayotte. Il y a de plus en plus d'endroits dans le monde où on parle de problèmes d'accès à l'eau. Même la Chine, un pays gigantesque, est vraiment en flip au niveau du nord parce que la plupart des réserves d'eau se trouvent du côté du sud et des gros travaux d'ingénierie se mettent en place pour acheminer cette eau, ce qui demande aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, Quand vous voyez ce film, quand tu as vu ce film, ça t'a inspiré quoi par rapport aux données scientifiques qui sont disponibles aujourd'hui, où on précise qu'à atteindre les 2 degrés, enfin sauf qu'on est en train de le faire cette année avec El Niño, mais ça va peut-être redescendre, mais qu'un changement climatique trop intense généraliserait le stress hydrique à tous les pays du monde entier, y compris ceux qui sont pour l'instant dans une forme d'abondance. Bah, le problème du stress hydrique, c'est un problème de gestion. Enfin, il y a plusieurs problèmes. Il y a le fait d'avoir accès à la ressource, puis il y a le fait de comment est-ce qu'on utilise cette ressource. Et on a beaucoup de. Enfin, on voit ici, on a vu dans le film la bataille pour le droit à l'eau et le droit humain à l'eau. On pense rarement, et là, bon, c'est en Bolivie, c'est des climats un peu particuliers, mais on pense rarement au devoir qu'on a vis-à-vis de la ressource. Et c'est vrai qu'on veut utiliser beaucoup l'eau et on considère qu'on a le droit d'utiliser cette eau. Euh, le droit humain à l'eau, c'est un minimum qu'on puisse avoir. Il y a une définition par les Nations Unies. Après, il faut arriver à gérer le reste par rapport aux écosystèmes. Parce que si on ne maintient pas en place les écosystèmes, on a de la difficulté, à permettre à cette ressource en eau de se renouveler, parce que l'écosystème joue un rôle. On sait bien qu'un sol en bonne santé, avec une aération, avec des micro-organismes à l'intérieur, va avoir plus de capacité à infiltrer de l'eau qu'un sol qui est tassé par des engins agricoles qui sont très lourds, parce qu'il y a moins de compacité, quoi. L'eau pénètre plus facilement dedans. Et puis, on a vu aussi cet été ou l'été dernier, avec la sécheresse, le fait qu'il y a beaucoup de centrales électriques qui sont refroidies avec de l'eau. Si l'eau monte trop en température, on n'est plus capable d'utiliser cette eau pour refroidir les centrales. Donc, on a un problème énergétique aussi. Donc, on a plein de paramètres à gérer par rapport à l'eau, à sa qualité, à sa quantité. Et si on se retrouve en stress hydrique, on va avoir tous ces usages qui vont rentrer encore plus en conflit. Et donc, on va avoir une pression sociale pour savoir qui va avoir la priorité sur les usages. Et ça entraîne des conflits fatalement, parce que chacun s'estime légitime pour avoir accès à une quantité d'eau, et il n'y a personne qui est vraiment en capacité d'arbitrer ça. C'est des choix politiques qui doivent être faits, et on est... il y a des possibilités de quantifier quelle quantité, pourquoi faire. Mais après, on ne peut pas non plus avoir des quotas qui sont uniquement mis avec une capacité financière, parce que sinon, il y a juste ceux qui ont le plus d'argent qui vont pouvoir utiliser l'eau, et les écosystèmes seront les derniers, parce qu'eux, ils n'ont pas d'argent. Donc ça, ils peuvent pas payer pour l'eau dont ils ont besoin. Donc il y a une espèce de hiérarchie des usages qui doit être mise en place. Alors, au niveau européen, pour revenir un peu sur ce que je connais mieux, on a la directive cadre sur l'eau qui essaye de mettre en place ces hiérarchies d'usage, mais qui sont pas... c'est rare dans les États membres d'avoir vraiment des priorités. En général, on essaie de donner la priorité à l'eau potable. Mais après, sur les usages, ça dépend un peu des enjeux politiques locaux qui vont déterminer qui va tirer plus la couverture à soi. Et on prend l'eau comme une couverture sans penser que c'est une enveloppe, quoi. Si on la tire, on l'enlève à quelqu'un d'autre, et on ne fait pas trop attention à ce quelqu'un d'autre.
Dans le cadre européen, Claire Baffer, puisque c'est quand même aussi ton travail de pouvoir aller creuser au niveau des législations, bon, quand on y regarde, l'Europe a quand même énormément d'avancées en termes de législative sur la gestion des communs, sur la gestion de l'eau, sur la gestion des ressources, une des politiques les plus avancées au monde, mais pourtant ça n'empêche pas le pourtour méditerranéen véritablement d'être en manque d'eau, ça va jusqu'en Grèce, il y a vraiment de plus en plus de difficultés. Les réseaux, c'est connu que les réseaux, que ce soit en France, en Belgique, on a une perte immense en termes d'eau. Pour avoir discuté avec un représentant de Vivaco à qui j'ai posé la question en disant c'est où qu'on gaspille le plus, dans l'agriculture, l'industrie ou quand notre robinet fuit, il dit ah non, c'est localisation, puisque visiblement on perd une quantité d'eau mais phénoménale. Quel est l'état des lieux au niveau de l'Europe? Parce que tant que le business fonctionne toujours bien, tant que l'eau est en abondance, qu'il n'y a pas de problème, on se pose pas trop la question, on se fait des petits trucs de sécurité. À partir du moment où ça vient à manquer, que ça commence à y avoir des pressions, là on commence tout doucement à remettre les choses en question au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'on se rend compte qu'on pourrait très bien tomber dans certaines régions, dans certains villages, dans la même situation que nos amis en Bolivie, dans l'idée du film? Alors, le paradoxe, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, l'Europe a à la fois l'une des législations les plus protectrices et les plus avancées en matière de gestion de l'eau, et pourtant, les écosystèmes d'eau douce en Europe sont en très mauvais état. Alors, comment en est-on arrivé là? Effectivement, Bertrand l'a dit, l'Union européenne s'est dotée en 2000 d'une directive cadre sur l'eau qui fixe un cadre de gouvernance pour la gestion de l'eau et qui fixe aussi des objectifs à atteindre. Des objectifs en matière qualitative. Donc, elle fixe un objectif d'atteindre un bon état écologique et chimique des eaux de surface, donc des rivières, des lacs, des zones humides. À l'origine, cet objectif était fixé en 2015. Il a déjà été repoussé en 2027. Il fixe aussi des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les eaux souterraines. Mais en fait, aujourd'hui, on est en 2023 et on est encore très, très loin du compte, au sens où il n'y a même pas la moitié des eaux de surface qui atteignent à présent ce bon état écologique et chimique. Donc, on est bien loin du compte. Par ailleurs, il y a aussi une grosse perte de biodiversité dans les milieux d'eau douce. Et en fait, la perte de biodiversité n'est nulle part plus importante que dans ces milieux naturels d'eau douce. Alors, comment on en est arrivé là? Bertrand l'a un peu dit, effectivement, il y a des problèmes de pollution du fait des rejets industriels et agricoles. On a aussi énormément dégradé nos rivières et modifié leur cours, leur débit. Et puis, il y a un problème aussi de prélèvement excessif parce qu'effectivement, on a longtemps vécu en Europe avec l'illusion que l'eau était une ressource infinie, disponible voilà, à l'infini, à la fois en quantité et puis en qualité. Et on se rend compte aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Et on est dans une société qui est très dépendante de l'eau pour l'agriculture, pour l'énergie, tu l'as cité Bertrand, mais aussi pour l'industrie et notamment toutes les technologies de pointe, l'hydrogène, le digital, etc. C'est les data centers, les puces électroniques, c'est des industries qui sont très, très gourmandes en eau. Donc, il est indispensable de mieux gérer l'eau à tous les échelons, hein, à l'échelon local, à l'échelon national, à l'échelon européen, et d'aller vers plus de sobriété dans les usages, mais aussi une meilleure protection des milieux aquatiques. C'est intéressant ce que tu disais justement par rapport à la pollution des eaux. Tu parlais des rejets agricoles, au-delà des pesticides, au-delà de certaines choses. On parle aussi des engrais azotés. J'imagine le cycle du phosphore et de l'azote qui crée une forme d'eutrophisation des lacs, des étendues d'eau qui deviennent vertes et qui détruisent toute la biodiversité à l'intérieur. Ça aussi, c'est une vraie problématique. En ce qui concerne nos besoins directement, là, je vais me tourner vers toi, Martin. Toi qui es responsable du maillage, j'imagine que tu as une vision des systèmes des eaux, de l'eau grise aussi, les fameuses eaux usées, comment ça fonctionne. On a souvent tendance à s'imaginer un cycle de l'eau comme celui qu'on a appris à l'école. L'eau qui tombe en amont, qui se retrouve dans les nappes phréatiques, qui est pompée, qui se retrouve dans nos maisons, qui retourne jusqu'à la mer, ça s'évapore et c'est reparti. Quand on parle qu'il a été altéré, qu'il a été transformé, par exemple, il y a plusieurs circuits d'eau, c'est comment ça se passe? Notre eau qui est douce, qui arrive dans notre robinet, qui est bonne à boire, ne retourne plus en fait dans le même circuit. Elle part ailleurs. Cette fameuse eau grise en quelque sorte. Comment ça fonctionne ça? Mais
Donc, moi, je travaille à Bruxelles et Bruxelles, c'est une ville d'eau. Donc, il y a des cours d'eau qui traversent et ils ont été un peu oubliés parce que dans le 19e siècle, on a décidé, pour des raisons sanitaires, de vraiment couvrir, cacher les cours d'eau. La Seine, le Molenbeek, tout ça, ont vraiment été transformés en égouts. Donc, on a mis tous ces cours d'eau, des cours d'eau entiers, on les a mis dans des boîtes en béton et on a Et ils décidé circulent de les encore sous canaliser. Bruxelles, c'est ça, hein, c'est ça en fait C'est l'idée. ça, oui, oui. Donc Vivaquois, vous parliez, donc, pour des raisons sanitaires, hein, les ancêtres de Vivaquois ont décidé de canaliser ces cours d'eau. Et donc, on a vraiment mis des cours d'eau entiers de Bruxelles dans des pertuis, dans des tuyaux. Il faut savoir que jusqu'en 2007, non, 2000, pardon, et puis 2007, l'entièreté des eaux usées de Bruxelles était rejetée dans la Seine. Donc, on n'avait pas de station d'épuration, donc ça paraît incroyable, mais voilà, c'est un fait. Jusqu'en 2007, hein. Enfin, d'abord 2000 et puis 2007. D'accord. Et donc, c'est fou. Et donc maintenant, on a 2 stations d'épuration. La qualité des eaux s'est fortement améliorée. Et donc, de mon travail, c'est vraiment de remettre l'eau au cœur de la ville et qu'on soit fier de nos cours d'eau et de notre maillage bleu. Il faut savoir aussi que à Bruxelles, on a un système unitaire. Ça veut dire que théoriquement, toutes les eaux de pluie, ou en tout cas jusqu'à il y a quelques années, toutes les eaux de pluie étaient mélangées avec les eaux usées et étaient renvoyées avant à la Seine directement, maintenant dans les stations d'épuration. Et donc, un des travaux qu'on fait au niveau du département à Bruxelles Environnement, c'est essayer de favoriser, de rejeter les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, pour les renvoyer à la terre, donc les renvoyer en infiltration, parce que ça ne sert à rien, c'est impayable d'aller dédoubler le système d'épuration, les systèmes d'égouttage de Bruxelles pour avoir 2 systèmes en parallèle, parce que de 1, c'est impayable, de 2, c'est très difficilement gérable, et de 3, on va se retrouver avec trop d'eau en période de pluie vers les cours d'eau, alors que les cours d'eau n'ont pas besoin d'eau quand il pleut. Ça paraît pas évident, mais les cours d'eau, quand il pleut, il y a déjà trop d'eau. Donc c'est mieux d'aller infiltrer l'eau de pluie là où elle tombe pour recharger les nappes, pour avoir un débit de cours d'eau qui est constant tout au long de l'année, puisque les nappes vont être rechargées et vont aller percoler vers les cours d'eau. Et donc, réinfiltrer l'eau, ça va permettre de soulager le réseau d'égouttage, ça va permettre de recharger les nappes et de lutter contre la sécheresse. Donc, pour tous ces éléments-là, on est vraiment en train d'essayer de militer, de convaincre dans tous les travaux d'aménagement, que ce soit les aménagements publics, on rénove une rue, on va essayer de renvoyer l'eau vers les arbres, vers des nous d'infiltration, mais également les projets immobiliers, de vraiment de faire que l'eau fasse partie de l'aménagement. Et donc, c'est avec ce genre de travail qu'on va, in fine, lutter contre la sécheresse, lutter contre le réchauffement, mais également améliorer la qualité de l'eau, parce que toute cette eau qui ne tombera pas dans les égouts, qui n'ira pas dans les égouts, ça va empêcher d'avoir des débordements d'égouts et donc d'avoir des pollutions dans les cours d'eau. Donc tout ça, tout ça est lié, quoi. Et en plus, dans un contexte où il y a des événements météorologiques plus intenses, où il peut y avoir plus de pluie ou moins de pluie dans certains moments à cause notamment du changement climatique. Mais notre eau à Bruxelles, celle qu'on boit quand on ouvre le robinet, elle vient d'où? Alors si je comprends bien, elle n'est pas captée directement dans ce fameux cours d'eau qui passe en dessous de Bruxelles, la Seine. On l'achemine d'où? Heureusement qu'on boit. En tout cas, pour le moment, on ne voit pas la Seine. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a plus ou moins 3% de l'eau potable qui vient de la forêt de Soignes. Donc, il y a des galeries qui pompent l'eau au niveau de la forêt de Soignes. Si je peux me permettre, donc c'est la forêt de Soignes qui capte l'eau dans l'air, qui capte l'humidité. Est-ce que c'est ça? Parce que ou alors c'est des eaux de pluie? Donc, c'est de l'eau, c'est des nappes phréatiques assez profondes. Hein. D'accord. Et donc, c'est de l'eau qui tombe sur la forêt de Soignes, mais pas uniquement, parce que les nappes phréatiques n'ont pas de frontières. Donc c'est vraiment quelque chose qui se répartit de manière plus large que la forêt de Soignes. Mais donc c'est 3%. Le reste vient de Wallonie. Donc Vivaquois gère le captage des eaux au niveau des anciennes calcaires, des anciennes carrières de calcaire du Hainaut, mais également de la Meuse. Et donc, on pompe l'eau et elle est acheminée à Bruxelles et on la boit.
On va la chercher de très loin quand même, notre eau, là, à Bruxelles. Il y a des risques qui ont été mesurés dans un cadre où il risque qu'on se retrouverait potentiellement face à des pénuries, Potentiellement quoi, je sais pas. face à des formes de pénurie. L'eau qui vient de Wallonie, du Hainaut, de Liège, de Modave, il me semble que vous ramenez beaucoup d'eau de Modave. Oui, tout à fait. Comment ça se passe ça, on est quand même à pas mal de kilomètres. Ben donc oui, c'est un acheminement, c'est avec des vieilles conduites, hein, enfin, ça date, hein, mais c'est un système qui est assez basique. En fait, c'est de l'eau qui est amenée de manière gravitaire jusqu'à Bruxelles. Donc il y a assez peu de pompes, c'est assez basique. Et oui, on pompe de l'eau. Je pense, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que la consommation humaine domestique, on va dire, elle est minime par rapport à l'industrie, à l'agriculture. Donc c'est pas quelque chose qui va influencer le cycle de l'eau dans son ensemble, mais voilà, c'est un fait que on pompe l'eau de Wallonie, on est dépendant, et donc il y a une solidarité de bassin versant qui doit se faire au niveau de la Belgique, mais on peut extrapoler ça à l'Europe, le monde. Voilà. Si je peux me permettre, Martin, ça t'a inspiré quoi le film de voir la privatisation, les sociétés, vous aussi n'hésitez pas à intervenir. On ressent ça de plus en plus dans le monde, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'idées, il y a des débats qui arrivent aux États-Unis de privatiser l'eau, absolument toute forme d'eau. Forcément une ressource qui pourrait venir à manquer dans une région, ben, dans l'esprit parfois de certains très grands capitalistes, c'est ah ben il y a un intérêt économique, il y a de quoi se faire de l'argent. On est protégé par ce genre de choses chez nous en Europe, où justement il y a déjà il y a des gens qui tentent de se dire ok, mais privatiser permettrait dans un cadre où il y a une contraction de l'eau, bah, de mieux la gérer. Moi, je pense que l'eau, c'est un bien commun, et donc ça n'appartient pas à une société ou une industrie. C'est quelque chose. Il n'y a personne qui va payer l'eau. Donc on va payer l'extraction de l'eau, mais l'eau, elle est dans la nappe ou dans la Meuse, elle est gratuite, entre guillemets. Et donc pour moi, ça ne peut pas faire l'objet d'une industrialisation ou d'une plus-value financière, quoi. Mais ça, c'est à titre personnel presque. Bertrand, éventuellement, je vais essayer de Oui. préciser l'idée. À partir du moment où l'énergie bon marché commence à manquer et que 30% de notre énergie en électricité, c'est pour tirer de l'eau et c'est pour l'acheminer, bah à partir de ce moment-là où l'énergie coûte plus cher, est-ce que ça se rapporte également potentiellement sur l'eau? Oui, alors effectivement, comme disait Martin, la majorité sur de l'eau de source, la majorité du coût, elle va venir de l'extraction et du pompage, donc de l'électricité. Du coup, on est très dépendant de ça, mais j'allais dire, l'eau, c'est un peu comme le pétrole. Je sais que... mais quand on paye du pétrole, on paye son extraction et son transport. Et c'est tout. On ne paye pas le pétrole. Le pétrole en lui-même, il ne coûte rien. Il n'a pas une valeur intrinsèque parce que dans le système économique, on n'a pas donné de valeur aux ressources naturelles. Donc, pour l'eau, c'est un peu différent parce que ça dépend de la source. C'est-à-dire que s'il y a une source qui est très polluée, le coût de dépollution va entrer en jeu. Et là, on n'est pas égalitaire au niveau de l'Europe parce que il y a des pays qui ont des eaux de source qui sont très peu polluées. Il y a des pays qui n'ont pas d'eau souterraine à disposition, qui vont être obligés de prendre de l'eau de surface, qui sont donc très dépendants de la quantité qui ruisselle et de la qualité de l'eau qu'il y a, et éventuellement d'avoir des coûts de traitement qui sont très élevés. Ce coût-là, pour moi et à titre personnel, hein, il peut être privatisé ou public. Ça change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une régulation. Il faut qu'il y ait quelqu'un, une autorité qui dise ça, c'est le coût maximum acceptable éventuellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une gradation du prix avec des façons de gérer l'accès des populations les plus pauvres. Je sais qu'en Wallonie, il y avait des discussions sur les premiers 50 mètres cubes qui soient gratuits, je pense, ou à un prix. Il y a un fonds, je sais qu'il y a un fonds social en Wallonie qui permet d'aider les plus pauvres à payer. Maintenant, de toute façon, l'extraction de l'eau et le traitement, c'est un coût qui doit être couvert. Après, il y a d'autres ressources en eau qui sont, on va dire, pas très très bien gérées, notamment
Il y a des endroits où l'accès à l'eau par les agriculteurs, par exemple, est pas du tout, on ne sait pas combien ils prélèvent dans la ressource, parce qu'il y a un intérêt politique à ce que l'agriculture fonctionne. Donc, il n'y a pas de contrainte sur la demande en eau au niveau agricole. Si on considère l'énergie, si vous parlez à quelqu'un qui produit de l'énergie, il va vous dire, mais moi, j'extrais juste de l'eau et je la rends après. Ok, elle est un peu plus chaude, mais je la rends. Alors, les poissons ne vont pas être forcément très contents que l'eau soit plus chaude, donc il y a un coût quand même. Et puis après, il y a les industriels qui vont dire que moi, j'ai besoin de mon eau pour fabriquer mes process. Ils la polluent beaucoup et il faut qu'ils la dépolluent derrière. Donc il y a la gestion globale de la ressource et la quantité qui est disponible doit être gérée effectivement pour moi par un organisme qui est d'intérêt public, parce que sinon il n'y a personne qui est capable de faire la balance entre les deux. Après, pour le service de l'eau lui-même, je ne suis pas un partisan d'un système plus que d'un autre. Je pense qu'il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité de dire ce prix-là est correct ou ce prix-là n'est pas correct. Et si ce prix-là est trop élevé par rapport à ce qu'il y a à faire, d'avoir des systèmes qui permettent aux foyers les moins à même de payer, de pouvoir être aidés pour payer cette facture d'eau. Mais il y a un coût intrinsèque à amener de l'eau à son robinet qui, de toute façon, est fixe. C'est-à-dire que les infrastructures, elles sont dans le sol, elles sont là. Elles ne sont pas dépendantes du volume qu'on prélève non plus. Donc il y a des coûts fixes pour les services de l'eau qui sont relativement élevés et qu'il faut couvrir d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs systèmes. Hein. En Irlande, ils ont pas de compteur, par exemple. Tout est au niveau de taxes, ce qui peut très bien fonctionner. Ce qui est le bébé le plus apprécié par les politiques quand il s'agit de couper des budgets. Donc c'est un autre aspect. Mais sinon, il y a plusieurs systèmes. En Belgique, on est plutôt sur du public. En France, c'est à moitié privé, moitié public. Donc voilà, l'important est de faire en sorte que l'infrastructure soit maintenue aussi, parce que tu parlais des fuites sur les réseaux. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que les réseaux qu'on a, un réseau, quand on le construit pour une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, on investit dans les réseaux d'eau plutôt pour qu'ils durent 100 ans. Donc on fait la moitié de ce qu'on devrait investir dans les réseaux et dans les cas où on investit, parce qu'il y a des endroits où on pousse plus loin et plus loin les investissements et on laisse en fait aux générations futures la dette qu'on est en train de construire sur les réseaux d'eau qu'on a disponibles. Ça, c'est juste pour les services de l'eau. Il y a tous les autres aspects qui sont industrie, agriculture, qui doivent être gérés aussi de ce point de vue-là. Et justement, je me tourne vers toi, Claire. Industrie, agriculture, on dit souvent aux citoyens qui sont ici, attention, il faut bien fermer le robinet, il faut appuyer sur la petite chasse, prenez peu de douches, des douches très rapides pour économiser de l'eau. Mais je pense, si mes chiffres sont corrects, qu'on représente, en tout cas les citoyens, 10 à 15% de l'utilisation de l'eau. Le reste, effectivement, on en parlait, c'est de l'industrie, c'est de l'agriculture. On n'a pas parlé aussi de tout le minage qui a lieu un petit peu partout dans le monde et qu'aujourd'hui l'Europe veut réouvrir des mines de lithium justement pour toute l'industrie de voitures électriques, etc. Et que c'est des quantités d'eau phénoménales. Comment ça se passe au niveau de l'agriculture et de l'industrie aujourd'hui? Est-ce que il y a des politiques de se dire, OK, on évite la gabegie, on évite de perdre trop d'eau? On en est où à ce niveau-là? Oui, effectivement. Donc, l'ordre de grandeur que tu as donné, il est bon. La consommation des ménages en Europe, c'est environ 12% des consommations d'eau. Le reste, c'est environ 40% pour l'agriculture et 40% pour l'industrie. Donc, effectivement, c'est là-dessus qu'il faut se tourner si on veut vraiment faire
faire des économies d'eau. Parce que si je peux me permettre, on a l'impression que c'est beaucoup le citoyen, des messages du citoyen, journal télévisé, regardez, fermez bien le robinet, faites très attention, alors qu'on représente très peu, mais je ne vois pas de reportage, je ne vois pas de grosses discussions autour de toute cette eau qui est gaspillée dans l'industrie, dans tout ce qui est projet de mine et dans tout ce qui est agriculture. Et ça me donne toujours l'impression en fait que ça se retourne une nouvelle fois contre l'individu, le citoyen, mais qu'on ne va pas attaquer les choses par le système lui-même. Et dans un cadre où on commence à être sous pression au niveau de l'eau, c'est un peu effrayant. Oui, complètement. C'est sûr que, par exemple, le secteur agricole est à l'origine de beaucoup de prélèvements. En réalité, les consommations d'eau, elles ont diminué au fil des dernières années dans tous les secteurs, partout. Le problème, c'est que les efforts sont assez inégaux. Il y a des industries qui font plus d'efforts que d'autres, et puis les efforts qui sont faits sont en réalité insuffisants. Et notamment, les prélèvements d'eau pour l'irrigation continuent à augmenter dans beaucoup de régions d'Europe qui sont soumises à du stress hydrique, par exemple en France ou en Italie. Donc effectivement, là, il y a un souci et il y a besoin de plus d'incitation pour justement une transition vers des usages plus sobres en eau. Et si on parle de l'agriculture, par exemple, il y a besoin que les subventions, notamment les subventions politiques, les subventions agricoles européennes, encouragent un modèle agricole moins gourmand en eau. La politique agricole commune, aujourd'hui, c'est donc environ 40% du budget européen, et elle favorise toujours une agriculture très productiviste, très intensive, très gourmande en eau. Et par exemple, aujourd'hui en Europe, il y a plus de 60% des terres arables agricoles qui sont utilisées pour nourrir le bétail, alors qu'on sait que la production de viande, par exemple, utilise beaucoup plus d'eau que la production de céréales ou de légumineuses. De loin, de très loin. De très loin, de très loin. Donc il y a tout un modèle agricole qui est à repenser, et c'est important aussi de ne pas faire porter tout le fardeau sur les agriculteurs, mais de les accompagner dans cette transition. Donc il faut vraiment repenser le modèle de la politique agricole commune pour que les subventions, justement, encouragent les agriculteurs à se tourner vers d'autres modèles, d'autres pratiques. Justement, on est dans un monde qui se transforme de plus en plus. Toute cette eau, effectivement, on a eu une abondance, alors qu'aujourd'hui, on commence à se poser des questions. On a des politiques européennes, on l'a bien compris en Belgique, qui protègent un maximum le consommateur, qui limitent des choses. On risque pas, comme dans le film, d'avoir une augmentation de 300%. Ça veut dire 6 fois le prix de base, où là, ça devient effrayant. Mais justement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un autre truc qui favoriserait les mêmes personnes? Alors, je m'exprime. J'ai vu qu'en France, il y avait un vrai débat. Il y a vraiment des gens qui se sont pris la tête parce que certains avaient des piscines, d'autres non. Et qu'il y a eu une restriction chez tout le monde. Vous avez droit à autant de litres, mais malgré tout, en loose day, il y a l'autre qui met de l'eau dans sa piscine. Alors même si le prix reste le même et augmente très légèrement, en tout cas parce qu'on met des barèmes, mais parce qu'on protège le consommateur, en tout cas le citoyen, et que l'un qui décide de faire prendre son bain, l'autre qui décide de remplir sa piscine, voilà, ça reste proportionnel, mais on leur demande, faites attention, et même des vérifications, puisque évidemment des gens sont venus pour aller vérifier les compteurs en France, pour voir qui a plus consommé que l'autre. À partir du moment où quelqu'un remplit toujours sa piscine, est-ce que ça ne créerait pas aussi potentiellement des déstabilisations sociales? Et pourquoi je parle de quelque chose qui paraît être très loin? Bon, c'est à peine à 800 kilomètres, mais à partir du moment où on se retrouve dans le même cas de figure, comment est-ce qu'on peut demander à des personnes potentiellement de faire attention et de faire des économies, alors que de l'autre côté, même s'ils payent tous les deux la même chose, même si on touche pas au prix, bah moi je continue à profiter de ma belle grande piscine dans ma villa de Kerberken. Je dis Kerberken parce qu'il y a beaucoup de piscines à Kerberken en Flandre. Donc voilà, je pourrais dire au Saint-Genès, tiens, pourquoi pas. Comment on gère, de quelle façon on peut gérer cette notion-là? Parce que c'est la même pour tout le reste, hein. Potentiellement, les prix de l'énergie peuvent monter. Bah, une certaine catégorie de la population peut continuer à se permettre de se dire, ok, bah, très bien, les prix augmentent, les billets en avion coûtent plus cher, mais moi, ça me change pas grand-chose, je peux continuer à voler. Et celui qui vole une fois dans sa vie, alors je vais pas parler des 4 vols, comme a dit Jean Covici, pour ceux qui suivent et qui connaissent ce personnage-là, mais on sent bien que la restriction financière devient quelque chose de réel, mais au-delà de ça, c'est le fait que des personnes peuvent continuer à se permettre et d'autres, malheureusement, non. Comment est-ce qu'on gère ça? Oui, si quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur la question, il n'y a pas de problème, hein.
Effectivement, c'est la question des conflits d'usage que Bertrand évoquait. C'est sûr que l'eau, c'est une ressource finie. On a déjà vu, au-delà du problème des piscines contre d'autres usages, c'est la même chose lorsque dans le Rhône, voilà, il y a des conflits entre est-ce que l'eau du Rhône, on l'utilise pour l'hydroélectricité, est-ce qu'on l'utilise pour l'irrigation des cultures, est-ce qu'on l'utilise pour autre chose. Il y a des conflits autour de l'eau qui sont en train d'émerger en Europe, qui sont de plus en plus forts. Il y a la région de Doñana en Espagne, où il y a des zones humides qui étaient un paradis pour les oiseaux migrateurs et qui est en train d'être complètement asséchées parce qu'il y a des prélèvements illégaux. Il y a plus de 2000 puits illégaux pour irriguer des fermes qui produisent des fraises sous serre qui sont vendues à tous les moments de l'année, qui se retrouvent dans nos supermarchés. Donc voilà, j'extrapole un peu, mais je pense que ces conflits d'usage, ils concernent vraiment tous les secteurs et ils se retrouvent de plus en plus présents partout en Europe. Alors comment on les dépasse? Effectivement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut se mettre d'accord et qu'il y a vraiment un objectif politique de réduction, de sobriété qui s'applique à tous les secteurs. Alors à quel échelon le fixer? Ça, c'est toute la question. Est-ce que c'est à l'échelle du bassin versant? Est-ce que c'est un échelon encore plus petit? Et puis, il faut que tous les secteurs contribuent, parce que la France a tenté de faire ça avec son plan eau récemment, de fixer un objectif d'économie d'eau de 10% pour tout. Mais il y a plein d'exemptions. Il y a des secteurs entiers, comme l'agriculture, qui se retrouvent exemptés. Donc là, évidemment, il y a un problème de justice qui se pose. Donc voilà, j'ai pas la solution, mais Si vous avez un mot éventuellement sur cette idée-là, Bertrand et Martin. Non, moi, j'ai pas de solution non plus. Je pense que c'est pour ça que le politique est important. Donc, la première chose, c'est voter pour des politiques, pour qu'on ait des gens qui soient compétents et qui puissent exercer. Et après, tous les choix dépendent des intérêts locaux. C'est un peu ça qui est problématique, c'est que l'eau est une ressource locale, dépend des intérêts économiques locaux, et on se retrouve avec des arbitrages à faire. Et là, il n'y a pas de solution. Après, il y a comment est-ce qu'on gère les contrevenants. Et là, il faut qu'il y ait l'arsenal, on va peut-être judiciaire, je sais pas, pour faire en sorte que quand on prend une mesure, elle puisse être mise en place et qu'elle puisse être contrôlée. Et qu'à ce moment-là, si quelqu'un... Je pense que les piscines sont pas... C'est le truc le plus facile à adresser. Je ne pense pas que ce soit ça qui gère, sauf si on a une piscine à flux ouvert qui va vraiment pomper de l'intérieur de la nappe. Bon, sauf si on la change toutes les semaines, hein, ça c'est sûr, mais effectivement, comme on disait, la consommation personnelle, c'est 20% des ménages européens, c'est 20%. Il faut adresser l'agriculture. L'agriculture et l'énergie ont plus et l'industrie ont plus d'impact que les autres. Donc les économies les plus faciles à faire sont là. Et bon, il y a des législations en place industrielles qui doivent pouvoir permettre de gérer plus ces aspects-là. Martin, est-ce que tu avais éventuellement un commentaire par rapport à cette notion-là? Non, enfin, moi, je partage l'avis, bien que ce soit un peu loin de mes préoccupations quotidiennes. Si on regarde par rapport aux consommateurs, justement, et l'usage qu'on fait dans les villes de l'eau, c'est intéressant de voir que la facture à Bruxelles ou en Belgique, la facture de l'eau, elle inclut l'assainissement. Et donc, peu importe, on va payer l'assainissement de l'eau par rapport à la consommation d'eau potable qu'on fait avec le compteur. Et donc, là, il y a quelque chose à réfléchir. Quelqu'un qui fait attention à ne pas rejeter de l'eau dans les égouts, à justement le remettre dans son jardin ou à prendre des mesures de gestion intégrée des eaux de pluie, n'a aucun bénéfice financier. Et c'est la même chose pour les producteurs industriels. Il y a des systèmes de taxes, mais n'empêche que quelqu'un qui va consommer énormément d'eau pour son process industriel, il va rejeter des eaux dans les égouts et ce rejet ne va pas participer entièrement au coût vérité de l'eau. Et donc là, il y a quelque chose, il faut vraiment essayer de séparer la consommation et le traitement. Et c'est en pénalisant financièrement les pollueurs, entre guillemets,
on arrivera à faire changer les mentalités. Quand on voit que cet été, et on va bientôt passer aux questions du public, donc préparez-vous déjà si vous avez 2-3 questions qui vous passent par la tête. Quand on voit cet été, la Meuse a été à un niveau exceptionnellement bas, mais ça a été. Ça a roulé. Voilà, l'Amblève a atteint un niveau très bas. D'ailleurs, je sais pas si jamais. Qui fait du kayak ici? Cascade de Caux et tout ça. Levez la main ceux qui ont déjà fait du kayak. Très bien. Posez la question aux responsables de kayak et demandez-leur le niveau de l'eau. Et en fait, ils vous expliquent que d'année en année, leur nombre, leur jour de fermeture est en train d'augmenter de manière substantielle parce que votre pête avec le kayak touche trop le fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'eau. Et qu'il y a des fois, ils disent « Ah non, on ne peut pas naviguer, il n'y a pas eu assez d'eau ». Et ils disent bah, « Tiens, ça augmente d'année en année, d'année en année ». Effectivement, quand on regarde les chiffres de C'est l'obésité, pluviométrie, ça, non? c'est peut-être ça aussi, on a pris du poids, on a atteint les 90 kilos, donc il y a une autre réalité. Forcément, on sent que ça commence à se déstabiliser tout doucement. Est-ce qu'il y a des plans concrets en se disant, OK, on a besoin d'autant de... Alors j'imagine pour l'instant, on est toujours dans une forme de profusion, mais qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où il y a un événement qui dure 1 an, 2 ans, qui est assez exceptionnel et qui amène vraiment le niveau de l'eau à des choses où on se dit, oh là là, on n'arrive pas à pomper suffisamment. Est-ce qu'il y a des plans de secours pour Bruxelles notamment, d'aller chercher l'eau quelque part? Est-ce qu'il y a des stations, entre guillemets, comme ils ont au Qatar, qui sont une catastrophe écologique sans nom, qui pompent l'eau de la mer pour la filtrer, qui balancent des tonnes de saumure sur la côte? Mais est-ce qu'on a des plans d'urgence comme ça? Ou alors ces camions ramènent de l'eau d'Évian d'autres pays? Est-ce qu'il y a aussi des liens entre les pays européens de se dire, OK, on peut vous acheminer l'eau par Waterpline? Je suis pas, j'ai pas connaissance de plan. Déjà, Bon, dès qu'on s'était augmente là. de manière déjà actuellement, en fait, Bruxelles n'est pas autosuffisant en eau potable puisqu'on fait déjà appel à l'eau wallonne. Donc c'est déjà le cas entre guillemets. Par rapport, je sais plus ce que j'allais dire. J'avais un deuxième truc, mais j'ai oublié. De plan d'eau potable. Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça me revient, c'est que heureusement en Belgique, par rapport à l'Espagne, à la France, on a assez peu souffert des niveaux d'eau de sécheresse. On n'a pas eu des étangs, des lacs, des cours d'eau complètement à sec comme la Loire, comme en Espagne. Ça, c'est lié à l'hydrogéologie, les caractéristiques de la Belgique, où les cours d'eau sont fortement liés aux nappes, et donc on est moins dépendant ou moins vite dépendant des précipitations. Et c'est une chance, mais dans d'autres pays d'Europe, en effet, c'est catastrophique, quoi. Un dernier petit mot avant qu'on passe aux questions du public. Ah, je vois qu'on me fait signe. Ah, on va manquer de temps. Est-ce que le micro est déjà dans la salle? Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à lever la main. Et on vous amène ça tout de suite. Nous avons quelqu'un juste ici devant et éventuellement... Une question d'homme, une question de femme. Ouais. On fait dans la parité, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Allô, allô? Parfait. Ouais. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce débat passionnant et ce film très émouvant également. J'avais une petite question en fait sur d'abord la question de savoir si on peut être propriétaire d'une nappe phréatique. C'est-à-dire, est-ce que je suis un gros capitaliste, je me dis je vais aller sonder et je vais acheter des lieux où je peux devenir propriétaire d'une nappe phréatique. Et la deuxième question derrière, si je peux être propriétaire, est-ce que je peux ensuite faire de cette eau absolument ce que je veux? Ou y a-t-il tout de même une certaine idée de planification de la ressource, de l'utilisation de la ressource localement? Ça va, super. Et on prend tout de suite la deuxième question, donc retenez bien la première. Est-ce qu'il est possible de privatiser, d'acheter une nappe phréatique ou un terrain sur lequel, il y a en dessous, j'imagine, il y a une nappe phréatique? Si jamais vous trouvez une nappe phréatique sous votre jardin et qu'il y a l'eau qui sort comme du pétrole, peut-être que vous allez devenir super riche. Mais j'espère pas. Oui, on vous écoute? Bonsoir, merci pour vos présentations et vos discussions qui étaient... N'hésitez pas à rapprocher bien le micro au niveau Bonsoir, de la donc bouche. je disais merci d'abord pour vos interventions qui étaient un peu plus intéressantes. J'ai peut-être une autre question relative à la qualité de l'eau. Je pense qu'on n'en a pas vraiment parlé. Or, c'est vraiment un sujet qui est brûlant d'actualité puisque on a une eau qui est vachement contaminée au PFAS. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la responsabilité des entreprises au niveau du traitement de l'eau. Voilà. Merci. Merci à vous.
Effectivement, donc tout le monde a suivi cette actualité, j'imagine. On a découvert des différents types de matériaux, des faces qui sont des revêtements parfois de plein d'objets, etc., enfin en plastique, qu'on a retrouvés dans nos eaux, qui ont été fondamentalement contaminés. Ça a fait le tour de l'Europe d'ailleurs en termes d'information. On peut commencer peut-être éventuellement par la première. Est-il possible de privatiser une nappe phréatique? Très bonne question, ça. Alors, une nappe phréatique, ça coule. Ça s'écoule dans le sol. Donc c'est très difficile d'arriver à privatiser une nappe phréatique. Il y a quelques nappes phréatiques qui sont captives, donc qui sont une réserve d'eau finie emprisonnée dans un sol qui ne communique pas avec le reste. Un peu comme un champ de pétrole. Là. Du coup, si vous pompez, s'il y a suffisamment de pression, ça va monter. Donc il n'y a pas de possibilité de privatiser une nappe phréatique parce que c'est en communication sur tout un secteur. Par contre, si vous avez une nappe phréatique en dessous de vous, vous pouvez demander un permis d'exploitation. Ça, je ne sais pas comment ça marche en Belgique parce que je ne suis pas exploitant de nappe phréatique, mais l'eau est pas... alors, j'ai étudié au Québec et au Québec, on a l'habitude de dire que tout ce qui était sous le sol était la propriété fédérale, donc au niveau du Canada, parce qu'ils ont en plus les... Ah, c'est même pas des Amérindiens, ah, zut. Non, c'est quelque chose qu'ils ont bien établi très vite. C'était une boutade. Et donc il y a une possibilité de prélèvement, mais il faut une autorisation. Et là, on est dans la légalisation des captages. Donc, les agriculteurs peuvent faire ça, avoir un captage où ils vont pomper l'eau pour irriguer. Et donc là, on a la gestion de la quantité qu'on est capable d'extraire. Et éventuellement, donc, ce qui se passe pour les eaux embouteillées, c'est ça. Evian, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une exploitation, un centre d'exploitation, ils pompent de l'eau et ils la mettent dans une bouteille, c'est de l'eau d'Evian. Elle a été pompée à Evian et elle vous est transportée ici à moindre avec beaucoup de frais, pétrole. avec une petite taxe au passage. Mais c'est le principe, donc c'est déjà fait sans être propriétaire de la nappe phréatique. Voilà. Et par exemple, l'eau de Chaudfontaine qui appartient aujourd'hui à Coca-Cola, là où Chaudfontaine est situé, ça appartient à la ville, ça appartient à Coca-Cola. Ouais. C'est quand même une grosse question, puisqu'il y a un vrai problème d'eau au Mexique avec Coca-Cola qui s'approprie justement beaucoup d'eau, qui empêche les villageois autour, en tout cas les autochtones, d'en jouir. Il y a plein d'autres exemples. Enfin, la culture de l'avocat, par exemple, est dans des endroits qui ne sont pas faits pour cultiver de l'avocat, demande énormément d'eau et assèche les ressources en eau pour les populations locales. Donc c'est toujours un problème politique de comment est-ce qu'on gère la ressource. Et on peut privatiser une exploitation. La question, et c'est toujours un problème de contrat. C'est toujours un problème de qui on autorise à faire quoi et comment. Et en général, ces choses-là n'ont pas été planifiées. Donc, elles n'ont pas été planifiées et elles ne sont certainement pas planifiées par rapport au changement climatique. Donc, s'il y a une diminution de la ressource, et c'est là où on a un vrai problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui a un contrat d'exploitation en disant « moi, j'ai le droit de prélever ça » et il n'y a aucun contrat, il n'y a aucune mention qui me dit que je dois restreindre ma capacité, j'exige de pouvoir satisfaire mon contrat, on a un problème. Donc, il y a un vrai problème juridique autour des prélèvements en lien avec les changements climatiques, parce qu'il faudrait arriver à trouver une structure qui permette de contrôler un peu ça. Sur la question des PFAS, c'est une... Là, il faut poursuivre en justice pour crime d'écocide, d'ailleurs, qui vient d'être validé par l'Union européenne. Il faut trouver qui est le problème des PFAS, c'est qu'il faut trouver qui est le responsable, et que le responsable, comme c'est des PFAS, qui sont toxiques, mobiles, persistants, c'est impossible de trouver qui est le responsable de la molécule de PFAS que vous trouvez dans votre eau. On sait qui sont les producteurs. On sait à qui ils ont vendu dans la région. On sait à qui ils ont vendu. Enfin, eux savent à qui ils ont vendu. Je ne suis pas sûr que la donnée soit publique.
Et après, c'est compliqué de dire vous avez contribué pourtant à la pollution qu'on retrouve aujourd'hui dans cette eau. Et du coup, c'est très difficile d'aller chercher la responsabilité financière. Par contre, on peut dire, on peut mettre en place un système. Alors bon, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a une révision de la directive eaux usées en ce moment qui se passe, où la Commission européenne a proposé un système de pouvoir, sur un certain nombre de produits, aller demander une contribution à ces entreprises-là pour l'enlèvement dans les eaux usées de ces produits pharmaceutiques-là. Alors c'est en débat, c'est pas encore, ça a été proposé, c'est pas encore validé. Donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est un des principes qui peut être appliqué. Et après, il y a eu tout un problème en Italie, parce qu'en Italie, il y avait des producteurs de PFAS, et où là, l'industrie a fait banqueroute, donc ils ont disparu, et donc il n'y a personne à aller chercher, même si on sait qui a pollué, comment ils ont pollué et pourquoi, il n'y a personne qui peut être taxé. Donc on est dans un système de pollution résiduelle qui est difficile à traiter, qui est difficile à aller facturer. Le timing étant extrêmement serré, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir continuer ça autour d'un petit verre dans quelques instants, juste ici derrière. Je voudrais remercier nos intervenants. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion à passer éventuellement, Martin ou encore toi, Claire? Moi, je dirais qu'en conclusion, que l'eau ne vient pas du robinet, elle vient des milieux naturels et donc c'est important de les préserver. De ton côté, Martin? L'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, l'eau, c'est la vie, quoi. L'eau, c'est la vie. Bertrand, un dernier petit mot? Non, je pense que j'ai assez parlé. Là. Parfait. Je voulais vous remercier. On va boire un verre à côté. Petite info importante, c'est très intéressant et très important. Les lois, justement, la loi contre pour l'écocide a été votée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des enquêtes. Il va y avoir des enquêtes au pénal pour aller trouver les personnes, notamment, qui ont fait ces pollutions-là, et pour condamner non pas que la société, mais des personnes responsables directement. Donc, il y a eu des belles victoires. On a eu des défaites, malheureusement, aujourd'hui, hier, au Parlement européen, glyphosate et tout, vous avez peut-être entendu parler, les emballages, etc. Mais il y a ça qui est quand même une très grande victoire et ça va être important pour l'avenir. Je voulais déjà rapidement préciser, très vite, n'oubliez pas, vous avez un pouvoir entre les mains. L'eau est une ressource qui va venir à manquer. Oui, Jean-Claude Van Damme était un visionnaire, on le savait tous. Donc, n'hésitez pas à toujours rester à l'affût en termes des lois européennes qui vont sortir, enfin, surtout des prochaines législatives, de rester bien conscient qu'une ressource qui vient à manquer fait que des gens vont potentiellement, ou des entreprises, vouloir se bagarrer pour pouvoir se l'accaparer, et qu'il est important que ça reste un bien commun. Vous avez un pouvoir là derrière, donc n'hésitez pas vraiment de prendre ça en main et de jamais rien laisser passer dans le cadre où on veut pouvoir restreindre l'eau d'une certaine façon. Merci aux shifters.